Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3492 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 25 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le joueur espagnol du FC Barcelone. Il s'agit de Pedri, il fête aujourd'hui ses 23 ans. En ce 25 novembre, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Donc il loupera le match ce soir contre Chelsea, n'a pas été convoqué parce qu'il est blessé Pedri. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. D'autres anniversaires, celui du coach du Real Madrid, Xabi Alonso, il fête aujourd'hui ses 44 ans. L'entraîneur bien sûr du Real Madrid qui est dans une situation un peu délicate, on en parlera tout à l'heure parce que les derniers résultats ne sont pas bons. En tout cas c'est son anniversaire, bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui les gars, ce 25 novembre, c'était il y a 5 ans jour pour jour, on apprenait la disparition du légendaire Diego Armando Maradona qui nous quittait il y a 5 ans jour pour jour, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire bien sûr, donc on l'oublie pas bien sûr 5 ans après. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On commence tout d'abord avec la Coupe du Monde U17 parce qu'hier il y avait les deux demi-finales qui ont été jouées. Tout d'abord cette affiche entre le Portugal et le Brésil, 0-0, pas de but et du coup ça s'est joué au tir au but et c'est le Portugal qui a été meilleur que les Brésiliens, victoire 6-5 au tir au but du Portugal du coup qui se qualifie pour la finale de cette Coupe du Monde U17. Félicitations à cette génération dorée du côté du Portugal et Cristiano Ronaldo félicite les jeunes Portugais pour leur qualification en finale de Coupe du Monde U17. Félicitations les cracks, on y va maintenant. Continuez à y croire. Voilà maintenant ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram pour féliciter bien sûr cette nouvelle génération qui arrive du côté de cette sélection portugaise. Et l'autre demi-finale, c'était entre l'Autriche et l'Italie et c'est les Autrichiens qui se sont imposés 2-0 grâce à Moser qui a inscrit le doublé 57e et 92e minute du match. Notez que le deuxième but a été inscrit sur un sublime coup franc direct et du coup qualification de l'Autriche, c'est quand même l'équipe surprise. Regardez, en tout cas c'est parcours parfait. Ils ont tout gagné depuis le début de la compétition. Donc hier c'était l'Italie 2-0, ils ont gagné le Japon 1-0, l'Angleterre ils leur ont filé un 4-0, Tunisie 2-0, ils ont pris seulement un but, c'était face à la Nouvelle-Zélande, sinon ils n'ont pas pris d'autres buts dans la compétition. C'est une redoutable équipe, vraiment cette génération, on peut dire dorée du côté de l'Autriche. Et concernant le joueur, la Moser qui a marqué les doublés, à côté autrichien, et regardez, un doublé contre l'Italie, le match avant il a marqué contre le Japon, il avait marqué un doublé contre l'Angleterre lors de la victoire 4-0, un but contre la Tunisie, un but, une passe D contre le Mali, un but contre l'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est un nom à surveiller bien sûr, ce Johan Moser. Je ne sais pas trop où il joue, mais voilà, en tout cas il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il finira certainement meilleur buteur de la compète et peut-être meilleur joueur, tout dépend de la finale, ce que ça donnera face au Portugal. Donc voilà, concernant cette Coupe du Monde du 17, donc l'affiche le Portugal contre l'Autriche, donc une finale 100% européenne pour savoir qui gagnera bien sûr cette compétition et qui succédera à l'Allemagne qui avait gagné la dernière édition de la Coupe du Monde U17. On continue, on revient nous en France les gars, on va parler de tout ce qu'il y a à dire sur les clubs français. On commence tout d'abord avec des résultats, un résultat hier, c'était de la Ligue 2, le club de Reims, un jeu contre Montpellier et Reims s'est imposé 2-0. Tia et Nakamura ont été les deux buteurs, un but en début de match, un but en fin de match. Et belle victoire bien sûr du Stade de Reims et avec cette victoire Reims remonte à la 4e position de cette Ligue 2 et Montpellier reste figé à la 6e position de cette Ligue 2, toujours dominée par 3 Saint-Etienne et l'équipe du Red Star. On continue cette fois-ci avec la une du journal L'équipe. Aujourd'hui ça parle de l'Olympique de Marseille parce que ce soir Marseille reçoit Newcastle en Ligue des Champions et déjà le compte à rebours pour cette équipe de l'OM à son lit, le petit message en bas, donc avec seulement 3 points pris sur 12 possibles, une victoire et 3 défaites. Voilà, donc il faut gagner maintenant. Donc l'OM doit surfer sur sa bonne dynamique en championnat pour s'imposer et conserver ainsi toutes ses chances de qualification. Parce que oui, il faut gagner. C'est un match en plus de nouveau à domicile. Vous avez perdu le dernier contre l'Atalanta 1-0. Là, c'est Newcastle en face. Newcastle qui vient de battre Manchester City le week-end dernier, mais il faut gagner. Voilà, pour Marseille, même un nul, les gars, ce sera un très mauvais résultat. Il faut prendre les 3 points s'ils veulent aller plus loin bien sûr dans cette Ligue des Champions. Et De Zerbi, à propos du match contre Newcastle, il dit que je ne pense pas que ça sera un match décisif, que même si Marseille perd, il a encore des chances de se qualifier. Oui, mais bon, voilà, c'est mieux de s'imposer ce soir. Donc Newcastle est une équipe très forte, très physique. Ça sera un match difficile comme tous. On a la preuve avec la saison dernière que ce n'est jamais fini. Nous méritions mieux sur certains matchs, même si nous n'avons pas fait un bon match contre l'Atalanta Bergame. Il reste 4 matchs et sur chacun, nous pouvons prendre des points, c'est vrai. Donc il reste plus que 2 matchs à domicile pour Marseille. Donc il y aura Newcastle et le prochain match à domicile sera Liverpool. Donc on a 2 équipes anglaises. Donc c'est pour ça que Marseille, là, contre Newcastle, à domicile, doit prendre les 3 points ce soir. Toujours avec De Zerbi, il parle aussi de Mason Greenwood.
Greenwood, certainement le meilleur joueur de l'OM sur ce début de saison. Je ne rentre jamais dans la vie privée des joueurs, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne personne. Il a payé le prix fort pour ce qui s'est passé dans le passé. Donc il est arrivé dans le bon environnement et il s'est bien comporté. Il a un caractère très renfermé. Cela m'attriste, ce qui lui est arrivé, car je connais une personne bien différente de celle décrite en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, voilà, il est mis de côté, les gars. Avant, il jouait avec la sélection anglaise. Depuis, il est mis à côté. Après, n'oubliez pas que ce qui s'était passé dans le passé, qu'il aurait frappé son ex-copine. Je ne sais plus s'ils sont avec ou pas. Enfin, il est toujours avec ou pas. Bon, bref, voilà, en Angleterre, les journaux anglais ne veulent plus du tout parler de Greenwood. Donc voilà, ce que peut dire De Zerbi, tout simplement, il lui dit que de ce qu'il voit du joueur, c'est une bonne personne. Voilà. Bon, après, on n'oublie pas bien sûr ce qu'il a fait dans le passé. Toujours avec Roberto De Zerbi, il parle aussi de Naya Fairguerd. Il est forfait pour affronter Newcastle. Il a un problème, il a une pubalgie. Et voilà, ça ne sera pas dit. Enfin, il sera pas possible pour lui de jouer ce match ce soir, donc forfait pour le défenseur marocain. Et concernant Facundo Medina, donc il a subi une rechute et sera absent un mois de plus, annonce Roberto De Zerbi, donc défenseur bien sûr argentin de l'équipe de l'OM. Il s'était blessé il y a, je sais pas, 3 ou 4 semaines avant la trêve, et du coup il était proche de revenir et du coup rechute. Il s'est reblessé, certainement la même blessure vu que c'est une rechute en gros. Donc voilà, du coup encore un mois d'indisponibilité, on verra certainement début d'année 2026. Medina, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Toujours sur ce match, on va parler de l'arbitre, donc toujours quelqu'un de très important, donc déjà controversé avant sa nomination pour le PSG Bayern lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Donc ça sera l'arbitre italien Maurizio Mariani qui arbitrera ce OM Newcastle ce soir. C'est lui qui avait arbitré le PSG Bayern voilà, lors de la victoire du Bayern 2-1 au Parc des Princes. Ça avait été il y a 3 semaines ce match. Christophe Dugarry, tiens, il a parlé aussi de l'OM. Donc pour moi, l'OM c'est un club de Ligue des Champions. À partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, tu es un club de la Ligue des Champions, enfin de LDC en gros. Je sais très bien qu'ils ne vont pas la gagner cette saison, mais quand tu as un budget de 260 millions d'euros qui te permet d'exister dans cette compétition, tu dois avoir une forme d'exigence. C'est vrai, c'est que Marseille doit faire mieux parce que pour l'instant le bilan n'est pas bon. Voilà, une victoire pour 3 défaites. Pour un club comme Marseille, bien sûr, qui a un budget, c'est pas non plus le plus gros budget de la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils sont quand même dans la plus haute partie, bien sûr, des clubs qui ont plus de budget. Et ben Marseille doit mieux figurer. Il y a des clubs qui ont bien moins d'argent, par exemple, il n'y a pas Fos. Je sais qu'ils ont 5 points en Ligue des Champions cette saison. Marseille a seulement 3 points, alors que pas Fos, c'est le plus petit budget tout simplement de cette compétition de la Champions League. Et toujours, tiens, avec Marseille et même les autres clubs, donc le total de points exigés pour passer en barrage de Ligue des Champions a été revu à la baisse par Opta. Opta, c'est ceux qui font des probabilités, des pourcentages, tout ça, entre 8 et 9 points suffirait cette année suite aux nombreux matchs nuls et à la meilleure réussite des clubs de bas de tableau. Donc l'OM doit encore valider 5 à 6 points, donc il reste plus 4 matchs. Il faudrait gagner 2 matchs, on va dire, sur les 4 derniers. Donc Newcastle, Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges. Voilà, donc il y aura 2 déplacements en Belgique et 2 réceptions de clubs anglais pour les 4 derniers matchs de Marseille. Donc comme je dis, il leur faudrait au moins 5 à 6 points pour être quasiment sûr d'être au barrage, voilà, de cette Ligue des Champions. Et pour finir avec l'OM, on apprend que leur partenariat avec CMGM, désolé, donc est prolongé jusqu'en 2028. Voilà, ça a été signé et officialisé. On continue toujours avec les autres clubs français. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Et on connaît l'arbitre du match de demain contre Tottenham. Ça sera Félix Zoueyer qui sera au sifflet pour ce PSG Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions. Il avait déjà arbitré le PSG la saison dernière lors de la demi-finale retour contre Arsenal en Ligue des Champions. Donc ça sera lui demain l'arbitre de ce match. Un arbitre allemand. Et concernant cette rencontre, malgré la présence de 2000 Anglais, 2000 supporters de Tottenham seront au Parc des Princes. Donc les autorités publiques ne sont pas particulièrement inquiètes concernant la sécurité de la rencontre parce que des fois il peut y avoir des débordements, mais là ils pensent que le match va bien se passer en dehors avec les supporters, tout ça. Donc bon, il y aura toujours bien sûr un renforcement, la sécurité, tout ça, mais voilà, on s'attend pas normalement à débordement. Enfin, on verra ce qui se passera. On espère que tout se passe bien. Toujours avec cette rencontre, on va parler de Randal Kolo Muani, donc joueur du PSG prêt à Tottenham. Donc lui, ce sera un match un peu spécial. Et Kolo Muani pourra jouer demain, bien sûr, en Ligue des Champions face au PSG. Malgré son prêt, il n'existe pas de clause d'interdisant de jouer contre son club parce que des fois, il y a des joueurs qui sont prêtés. Ils n'ont pas le droit de jouer contre leur club. Ils sont prêtés. Et du coup, lui, il n'y a pas de souci. Il peut jouer demain contre le PSG. Randal Kolo Muani. On va parler cette fois-ci de Désiré Doué. Donc il ne va pas jouer demain, bien sûr, mais devrait faire son retour à l'entraînement la semaine prochaine. Le club ne veut pas précipiter les chances, mais en interne, on estime qu'il peut revenir avant Noël et il pourrait peut-être même être disponible pour la finale du PSG le 17 décembre prochain, la finale Intercontinental Cup entre tous les vainqueurs des différentes Ligues des Champions sur les autres continents. Et bien pour être
faire ce retour pour ce match-là, tout simplement. Et Désiré Doué, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Toujours avec les retours, tiens, concernant Dembélé, les gars, donc un retour de Dembélé est envisagé mercredi pour la réception de Tottenham. Donc le Ballon d'Or 2025 a pris part une grande partie de l'entraînement, donc là, il y a quelques jours, vendredi, avant le match face au Havre, hein, donc il n'a pas joué face au Havre, mais après sa lésion au mollet gauche face au Bayern, ses sensations sont positives de source interne, donc en gros, il se sent bien. Il y a des chances qu'il soit dans le groupe demain, après ce qui sera titulaire. Ça, c'est pas sûr. Et toujours avec Dembélé, assure qu'il se voyait déjà Ballon d'Or avant la cérémonie, donc il a fait une interview à GQ Magazine qui va sortir officiellement demain, mais il y a déjà des déclarations confutées. Je savais que j'allais gagner le Ballon d'Or au début, donc juste avant la cérémonie, j'étais dans la voiture avec mes coéquipiers, donc João Neves et Désiré Doué, et franchement je me sentais très tranquille. Regardez le match PSG-OM qui se jouait quelques heures avant la cérémonie du Ballon d'Or, donc on était assez concentrés bien sûr, même sur le tapis rouge. Je suis resté calme et c'est que seulement quand la cérémonie a débuté et que j'ai commencé à ressentir un peu la pression, j'étais un peu stressé. Mais voilà, pour lui, il sentait qu'il allait gagner le Ballon d'Or. Avant bien sûr l'annonce officielle bien sûr de Ronaldinho. Toujours avec Dembélé sur ce que Luis Enrique aussi a apporté au PSG. Il a dit Enrique a surtout apporté une nouvelle mentalité, que ce soit à moi ou à toute l'équipe. Il nous a dit de nous entraîner comme on joue en match, de toujours montrer l'exemple et de donner le maximum sur le terrain, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. Je suis juste les consignes du coach. Vous savez, il faut courir, défendre, attaquer tous ensemble. Si tu ne le fais pas, un autre va prendre ta place. Si tu ne fais pas les efforts, il mettra un remplaçant titulaire lors du prochain match, bien sûr, Enrique, même si tu as un grand nom, on va dire, dans le foot. Donc c'est le chemin à suivre et ça nous a réussi. On a gagné tous ces titres comme ça, bien sûr, avec cette mentalité que Luis Enrique a mis en place du côté de Paris. Et toujours avec Dembélé. Donc après la finale de la Ligue des Champions, est-ce que vous êtes dit c'est pour moi le Ballon d'Or? Il a dit non. Je pense que c'était plutôt après la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, où là il s'est dit qu'il y avait des chances vraiment qu'il gagne le Ballon d'Or, mais même après la victoire en finale Ligue des Champions, il savait que ça pouvait toujours se jouer entre lui et certainement Lamine Yamal et pouvoir Rafinha, bien sûr, ce Ballon d'Or, ou même Hakimi, bien sûr, qui a fini bien sûr une belle position. Et tiens, en parlant d'Hakimi, les gars, donc est confiant pour sa participation à la CAN. Je continue de travailler fort avec cet objectif d'arriver bien à la CAN. N'oubliez pas que le match d'ouverture le 21 décembre prochain, ça va beaucoup mieux. L'inflammation autour de sa cheville a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, mais ça ne fait plus mal. Avant il avait mal au pied, maintenant il a plus mal. Plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, à 3 semaines du début de la CAN. Je suis positif, je suis concentré. Donc là, de toute façon, il laissera forfait pour tous les matchs du PSG qui vont suivre avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais son objectif est d'être dispo. On verra si ça sera possible ou pas pour lui d'être dispo la fin du mois de décembre. Toujours avec le PSG, on va parler de Luis Campos qui dévoile la nouvelle stratégie sportive du PSG. Donc le but n'est pas d'avoir 2 joueurs à chaque poste. On a changé notre stratégie maintenant du côté de Paris. On s'appuie désormais sur des joueurs capables d'être polyvalents, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent occuper plusieurs positions. Tiens, je prends un exemple. Mayulu, les gars, du côté de Paris, des fois il joue numéro 9, des fois il joue milieu de terrain, des fois il joue défenseur droit. Il a déjà joué défenseur droit du côté du PSG. Désiré Doué, des fois il joue ailier gauche, des fois il joue ailier droit, des fois il joue faux numéro 9, des fois il joue milieu de terrain. Donc en gros maintenant c'est de recruter des joueurs qui peuvent occuper plein de positions. C'est ça maintenant la stratégie du côté de Paris. Par exemple, Hakimi est blessé actuellement. C'est que Zaïre-Emery occupe cette position de défenseur droit en attendant le retour d'Achraf Hakimi. Et l'objectif à long terme, il a dit, on espère ne plus devoir payer de grosses sommes sur le marché des transferts du côté du PSG. Mais bon, voilà, après, s'ils veulent faire venir des joueurs genre Alvarez, bien sûr, qui est ciblé, il faudra quand même bien sûr débourser quand même une grosse somme. Mais bon, maintenant l'objectif c'est de sortir des pépites du centre de formation. Il a dit avoir une équipe avec davantage de joueurs issus de notre centre de formation de la région parisienne. Voilà en gros l'objectif maintenant du nouveau Paris Saint-Germain qui a été mis en place là depuis quelques années. Et concernant aussi un joueur que Paris cible, c'est Dayot Upamecano. Et le PSG est très impliqué dans le dossier Upamecano, surtout qu'il est libre en fin de saison. Des discussions ont eu lieu entre le club et le joueur, ça discute. Le Rameri est également en discussion avec le défenseur français, donc lui il est intéressant vu qu'il est libre en fin de saison et pour l'instant il n'a rien prolongé du côté de son club du Bayern. Et pour finir, tiens, avec le PSG, les gars, regardez le top 5 des meilleurs buteurs actuellement du côté de Paris. Donc c'est Neves quand même le meilleur buteur alors qu'il joue comme milieu de terrain, 6 buts, Ramos, Barcola 5 buts et Nuno Mendes 4 buts et Dembélé 3 buts. Après Dembélé a loupé beaucoup de matchs à cause des blessures. Toujours du côté des clubs français, tiens, regardez l'équipe type de la 13e journée de Ligue 1. Donc pas de Parisien malgré que le PSG s'est imposé 3-0, mais on peut avoir des joueurs qui ont été bons comme Greno,
Greenwood, les gars, lors de la victoire 5-1 de l'OM. Aubameyang aussi un but et 2 passes D. Ou même Giroud, les gars, doublé face au Paris FC. Et à presque 40 ans, Giroud écrit l'histoire de la Ligue 1 avec son doublé face au Paris FC. Le buteur du LOSC devient 39 ans le joueur le plus âgé à inscrire un doublé en championnat depuis au moins 1947. Donc voilà, depuis quasiment 75 ans. Donc en 78 ans, personne d'aussi âgé n'avait marqué 2 fois dans le même match de Ligue 1 et Giroud l'a fait, donc exceptionnel bien sûr, Olivier Giroud. On continue avec une info officielle. À LFP Média et TikTok renouvellent leur partenariat pour la 4e année de suite. Donc la Ligue 1 s'impose comme la 3e ligue la plus suivie d'Europe sur TikTok avec plus de 21,7 millions d'abonnés sur la chaîne Ligue 1 officielle sur TikTok. Donc voilà, énormément suivi. Donc le hashtag Ligue 1 a généré plus de 132 000 vidéos l'an dernier. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 77 millions d'abonnés sur la plateforme afin de revivre les temps forts des matchs. Les buts de chaque rencontre sont publiés sur TikTok. Donc en gros, c'est une grande réussite, la chaîne Ligue 1 McDonald's, on va dire, sur TikTok. C'est l'une des ligues en gros les plus suivies, la Ligue française. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les infos sur les clubs français. On bascule maintenant sur les clubs anglais. On commence tout d'abord avec un match hier soir qui s'est joué, c'était entre Manchester United et Everton. Et on peut voir la défaite de Manchester United 1-0 à domicile. C'est dommage, il y avait totalement l'opportunité de gagner. Déjà, c'était à Manchester. En plus, Manchester, on sait que les derniers matchs, c'est plutôt pas mal, surtout si on compare à la saison dernière. Et surtout, ils ont joué à 11 contre 10, un jour en plus, quasiment plus de 80 minutes. Idrissa Gueye a pris rouge à la 13e. Et malgré ça, ils ont perdu 1-0. Donc, pas grosse défaite, mais vraiment, ils auraient dû faire beaucoup mieux, bien sûr. Les Red Devils, donc du coup, Everton, avec cette victoire, monte à la 11e position. Et Manchester, 10e. N'oubliez pas que Manchester, il y a, juste avant la trêve, 1 ou 2 jours avant la trêve, ils étaient 2 ou 3e de Première Ligue. Depuis, ils ont enchaîné des mauvais résultats, ils sont redescendus très loin. Et comme j'ai dit, Idrissa Gueye a pris rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a giflé un coéquipier, même un joueur de son équipe. Et bien sûr, l'arbitre a vu ça. Ils se sont mis une balle dans le pied tout seul. Les joueurs vraiment d'Everton. Donc là, on peut voir Gueye en train de s'embrouiller. C'est pas avec Pickford, le gardien, mais plutôt avec Keane derrière. Voilà, Keane, le numéro 5. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Tu es vraiment stupide. En gros, les mots de Michael Keane à Idrissa Gueye. Il a dit tu es vraiment stupide, puis je sais pas, ils sont lui ont mis une gifle et du coup l'arbitre a vu ça, carton rouge pour Idrissa Gueye. Et donc Deburial, donc un joueur aussi d'Everton, donc il a dit, affirme que l'incident de Idrissa Gueye fait déjà partie du passé, c'était évitable, mais s'est excusé envers nous tous à la fin du match. Il a dit ce qu'il avait à dire. On passe à autre chose maintenant. Voilà, en plus ils ont gagné, donc pour Everton c'est magnifique. Voilà, maintenant ils passent à autre chose, bien sûr après ce carton rouge. Et Gueye, les gars, fait son mea culpa, donc c'est dire en gros il s'excuse tout simplement sur internet, sur ses réseaux sociaux. Il a mis ce message en gros: premièrement, je veux présenter mes excuses envers mon coéquipier Michael Keane. Je prends l'entière responsabilité de ma réaction, ou la disjoncté on va dire. Je m'excuse également envers le reste de mes coéquipiers, le staff, les supporters et le club. Ce qui s'est passé ne reflète pas ce que je suis et les valeurs que je défends. Les émotions peuvent prendre le dessus, mais rien ne justifie un tel comportement. Je vais faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Idrissa Gueye à la fin du match, où il a disjoncté en giflant quand même un de ses coéquipiers. Et David Moyes, donc l'entraîneur d'Everton, voit le bon côté des choses après l'incident entre Gueye et Keane. Il a dit: j'aime que les joueurs se battent. J'ai trouvé que l'arbitre aurait pu prendre un peu plus de temps pour réfléchir, vu que c'était 2 joueurs de la même équipe qui s'embrouillent. Il a pu peut-être mettre un jaune, on va dire, à Gueye, voilà, mais un rouge alors que c'est 2 joueurs de la même équipe. On m'a dit que selon les règles du jeu, si vous giflez votre coéquipier, vous pouvez avoir des ennuis. Ça a été le cas bien sûr pour Gueye. Mais j'aime que mes joueurs se battent entre eux. Si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, si vous exigez cette dureté et cette résilience pour obtenir un résultat, alors il faut agir en conséquence. Donc Gueye s'est excusé pour l'expulsion. Il a félicité les joueurs et les a remerciés pour la victoire. Donc voilà ce qu'a pu dire David Moyes en fin de match par rapport aux deux qui sont embrouillés. Concernant Manchester United, donc défaite, m'a noté, tiens, il y a un an jour pour jour les gars, et Ruben Amorim dirigeait son premier match de Première Ligue avec Manchester United. Donc depuis ses 38 matchs, 12 victoires, 9 nuls et 17 défaites. Donc c'est vrai que le bilan n'est pas bon. Quand même il y a beaucoup d'entraîneurs, les gars, avec des stats comme ça, ils auraient été déjà virés depuis longtemps. Bon, il est toujours en place, Ruben Amorim. Et hier, ça se confirme encore, un match compliqué, bien sûr, des Red Devils. Défaite 1-0. On continue avec Matheus Cunha, recrue du côté de Manchester lors du dernier mercato. Quelle est ton ambition à Manchester? Pour moi, il a dit c'est un club qui doit être au sommet, bien sûr. C'est vrai que Manchester n'a rien à faire à la 10e position ou 16e ou 17e comme ils ont fait une saison dernière. C'est une équipe qui doit jouer le titre chaque année. Il a dit donc c'est simple à faire retrouver la gloire
d'avant en gros au club. Et pour l'instant, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il faut changer aussi pas mal de personnes à la direction du côté de Manchester. Peut-être un nouveau coach, mais aussi peut-être des autres personnes haut placées à Manchester. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de renouveau pour remettre ce club, bien sûr, dans de bons rails. On continue cette fois-ci avec Arsenal et Mikel Arteta. Il parle de Eze. Notre directeur sportif a été excellent recrutant Eze, qui avait quitté Palace, qui a fait rejoindre Tottenham, mais il a rejoint bien sûr Arsenal. Car en ce moment, il nous manque un Gabriel, Havertz, Gyökeres, Rezus, Odegaard, Martinez et Madueke viennent de rentrer. Alors Dieu merci, nous avons beaucoup de joueurs. Et voilà, en parlant bien sûr de Eze qui a été fantastique lors du match bien sûr contre l'équipe de Tottenham, c'était avant-hier. Wayne Rooney à propos d'Arne Slot, donc le coach de Liverpool, ce n'est pas Jürgen Klopp, il n'est pas aussi bon que lui. Donc, mais je pense que les supporters doivent passer à autre chose et le soutenir. Voilà, on sait que les résultats ne sont pas bons pour l'équipe de Liverpool. Et Wayne Rooney veut voir aussi Salah sortir du banc de Liverpool. Salah ne les aide pas défensivement. Si j'étais Slot, j'essaierais de prendre une décision forte afin qu'elle ait un impact sur le reste de l'équipe. Si vous êtes l'un des nouveaux joueurs, que vous êtes sur le banc et que vous le voyez ne pas courir, et encore une fois, c'est une légende du club avec tout ce qu'il a fait. Mais si vous êtes sur le banc, quel est le message en gros? Il dit que voilà, Slot devrait prendre une grosse décision, ça veut dire mettre Mohamed Salah sur le banc. Alors des prochains matchs, ça fera un électrochoc certainement dans la tête de beaucoup de joueurs, de Salah et peut-être d'autres joueurs. Et ça, peut-être il y a des joueurs sur le banc eux, qui couraient, qui sont remplaçants mais qui couraient alors que Salah marche beaucoup sur le terrain. Et ça, il le voit bien sûr, Wayne Rooney. On va parler aussi de Pep Guardiola, présenter ses excuses après avoir été agacé, s'être agacé contre un caméraman lors du dernier match. Ils ont perdu 2-1 contre City, le caméraman le filmait, il est parti vers lui, il lui a enlevé son casque, je sais pas ce qu'il lui a parlé, bon bref, il s'est embrouillé avec lui. Il a dit j'ai présenté mes excuses, je me sens gêné et honteux quand je vois ça. Donc je suis qui je suis. Même après 1000 matchs, je ne suis pas parfait. J'ai réalisé une énorme erreur en s'embrouillant avec le caméraman, lui qui faisait son taf. Je défends mon équipe et mon club, c'est une certitude. Voilà ce qu'il a pu dire Pep Guardiola. On continue, on va parler cette fois-ci de Konaté. On sait que Konaté est en fin de contrat en fin de saison et Liverpool préfère vendre Konaté en janvier s'il n'est pas prêt à prolonger. Comme ça, il récupérait de l'argent. Sinon, il pourrait partir libre l'été prochain. Donc voilà, peut-être une vente de Konaté en janvier. On verra. On n'oublie pas que des clubs intéressés comme le Real Madrid suit le joueur bien sûr depuis longtemps. Toujours avec Liverpool, il cible Marc Hugui, peut-être pour remplacer Konaté qui pourrait partir. Donc c'est le seul club véritablement positionné afin de recruter le défenseur de Palace dès cet hiver. Prix fixé 40 millions d'euros par Palace. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Donc Liverpool, s'ils attendent 6 mois, ils peuvent l'avoir pour 0 €. Enfin, ils nous donneraient une prime à la signature. Mais en tout cas, Palace, ils pourraient le vendre là, mais ils aimeraient eu 40 millions d'euros dès janvier pour lâcher Marc Hugui. Toujours avec Liverpool, qui a énormément recruté, on se souvient l'été dernier, on pense, là, vu le début de saison catastrophique de l'équipe, il pourrait faire venir encore des joueurs. Et Liverpool aussi travaille pour en recruter Antoine Semenyo dès cet hiver. Il dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros, l'attaquant ghanéen de l'équipe de Bournemouth. Des nouvelles aiguilles aussi de Jean-Philippe Mateta, qui est ouvert à un départ de Crystal Palace. C'est vrai qu'on se dit, bon, Palace c'est une très belle équipe, c'est vrai, mais on se dit qu'il peut jouer certainement dans une très grande équipe, peut-être anglaise ou ailleurs. Donc les négociations concernant une prolongation de contrats sont au point mort actuellement et lui souhaiterait une autre aventure tout simplement. L'attaquant français. Tottenham cible Samu Agueoa, donc le joueur espagnol du FC Porto. Les Spurs considèrent que l'attaquant espagnol a le profil idéal pour s'intégrer dans le système de Thomas Frank. Donc l'équipe bien sûr des Spurs. Toujours du côté de l'Angleterre, on parle toutes les infos bien sûr concernant le club anglais. Tiens, on va parler de Cucurella avant d'affronter le Barça ce soir. Raconte la blessure déjà de Cole Palmer à l'orteil. Je crois qu'il a perdu un match sur FIFA ou un truc du genre. Donc on sait qu'il s'est reblessé, un Cole Palmer, et en gros il aurait été énervé peut-être de perdre un match, je ne sais pas, sur fut champion, j'en sais rien, et peut-être qu'il aurait tapé son pied sur une porte et il serait fait mal à l'orteil. C'est pour ça qu'il a été forfait lors du dernier match, c'est pour ça normalement qu'il ne jouera pas ce soir. Et Cucurella, par rapport à Lamine Yamal qu'il connaît très bien, les deux jouent en sélection ensemble. Marqué Lamine Yamal demain, donc il a dit, enfin maintenant ce soir, j'ai dit à Estevao de mettre des protèges tibiales à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui. Qui ce soir en plus je crois qu'ils sont dans le même couloir. Cucurella avec Lamine Yamal, et il dit que il va mettre des coups ce soir à Lamine Yamal parce qu'il le connaît très bien sûr, il sait que c'est un top player. Toujours avec les clubs anglais, on va parler de la Première Ligue. Netflix veut obtenir certains droits TV de la Première Ligue après l'échec de la Ligue des Champions. Voilà, Netflix avait essayé d'acheter en gros les droits de la LDC. Ça n'a pas pu s'aboutir. Et du coup, Netflix va essayer d'obtenir certains matchs, en tout cas des matchs de Première Ligue pour les années futures. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du championnat espagnol, des clubs espagnols. On commence tout d'abord avec une rencontre hier
entre l'Espagnol Barcelone et le FC Séville, et c'est l'Espagnol Barcelone qui s'est imposé 2-1 lors de ce match. On peut voir tous les buteurs de la rencontre et du coup le classement. Donc l'Espagnol, du coup ils sont 6e quand même, l'Espagnol, hein, c'est pas mal. La saison dernière les gars ils avaient lutté pour se maintenir, ils s'étaient maintenus peut-être à la dernière ou avant-dernière journée. Pour l'instant ils sont 6e, ils sont pour l'instant qualifiés pour la future Europa League, on verra, hein. N'oubliez pas, c'est les 5 premiers qui sont en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant ce match, hein, bien sûr du côté de l'Espagne. Toujours en Espagne, on va parler aussi du Real Madrid. Donc le Real, on sait que les derniers matchs ne sont pas bons, hein. Donc le Real Madrid s'inquiète d'une possible rupture totale entre Xabi Alonso, son staff et le vestiaire. Qu'est-ce qui se passe du côté du Real? Ce qui inquiète réellement, c'est la dynamique et les comportements observés pendant les matchs. Il est surprenant de voir des joueurs dont l'engagement a toujours été irréprochable abandonnés face à la moindre difficulté. Des joueurs normalement qui mouillent le maillot, tout ça, et ben là depuis quelques matchs voilà, ils abandonnent. Dès qu'il y a un peu compliqué, ils abandonnent, que ça soit en match ou peu importe, hein. Donc en gros voilà, en gros ça se passe pas super bien du côté du Real. La preuve, les derniers résultats ne sont pas bons. Nul contre Elche, avant la trêve il y a eu un nul contre le Rayo, une défaite contre Liverpool. Donc c'est pour ça demain le déplacement à l'Olympiakos sera très important pour l'équipe de Xabi Alonso. Et en parlant de Xabi Alonso, il parle aussi de sa relation avec Vini Junior, hein, qui n'est, on pense, pas bonne, hein. Donc il n'a pas peur de frustrer Vini en le mettant sur le banc lors du match, hein, contre Elche. Il a commencé sur le banc Vini. Donc voilà. La crainte de le perdre, hein, non, nous en avions discuté. Il comprend, il savait quel rôle il pouvait jouer. Nous l'avions déjà fait auparavant contre Retafe, où il avait commencé sur le banc. Nous ne sommes pas satisfaits, mais tout le monde est motivé pour retrouver une bonne dynamique, hein. Mais en tout cas, Vini, les gars, on a l'impression qu'avec Xabi Alonso, ça se passe pas super bien. Et Vini a informé Florentino Pérez, hein, qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le Real Madrid tant que sa relation avec Xabi Alonso reste tendue. Voilà, les deux, on sait que depuis le Classico, on se souvient où il avait insulté comme Xabi Alonso, même s'il a présenté ses excuses, tout ça, on n'oublie pas ce qui s'est passé. La relation est tendue. Il a encore commencé sur le banc avant-hier. Donc les discussions pour une prolongation sont au point mort, hein, d'après Mario Cortegana, un journaliste espagnol, hein, et Rafael Nadal, donc tennisman et grand fan de football et grand fan du Real, les gars, interrogé sur la situation actuelle du Real Madrid et les possibles tensions entre Xabi Alonso et Vini, Nadal, hein, donne son avis. Donc cette situation peut se régler en discutant. Donc Vini doit comprendre, hein, qu'il est l'autorité au club et la respecter. Je pense qu'il le fait en se donnant à 100% chaque jour. Le premier qui doit vouloir explorer ce chemin pour s'améliorer, c'est lui, hein, donc Vini, hein. Quand je l'écoute dans les interviews, il dit vouloir s'améliorer dans tous les aspects. Je pense qu'il a besoin de trouver des alliés puissants et je suis convaincu qu'au Real Madrid trouvera les personnes adéquates, hein. Le Real Madrid a également en Vini un actif qui ne peut pas dévaluer et qu'il doit protéger. Cela va au-delà d'une action qu'on ne peut pas apprécier. Donc voilà ce qu'il a pu dire, en gros, que c'est aussi à Vini de se remettre en question par rapport à sa relation qu'il a avec Xabi Alonso du côté du Real. Toujours du côté de Madrid, on va parler aussi de Mbappé. Il a reçu son trophée Pichichi, gagné bien sûr la saison dernière. Pichichi, c'est-à-dire meilleur buteur bien sûr du dernier championnat de Liga. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian. On continue toujours avec le club espagnol, le Barça maintenant. Donc le Barça ce soir se déplace bien sûr à Chelsea pour un match de LDC. Donc voici tout le groupe bien sûr. À noter le retour de Rashford, hein, qui avait été forfait lors du match contre Bilbao samedi après-midi. Il avait de la fièvre, donc là ça va mieux. Donc voilà, une belle équipe. Donc il manque Pedri bien sûr, hein. Pedri n'est pas là comme j'ai dit. Pedri est encore trop juste, hein, pour jouer ce match contre Chelsea. Et Rafinha, les gars, sera bien là. Et Rafinha est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Estevao et Lamine Yamal, hein, deviendront les meilleurs joueurs du monde. Un collègue en club et un collègue en sélection, bien sûr pour lui. J'en suis certain, atteindre le sommet dépend d'eux, mais ils sont sur la bonne voie pour devenir les meilleurs dans leur club et avec leur équipe nationale. J'essaie de les aider grâce à mon expérience, mais leurs talents leur appartiennent, hein. Il a parlé aussi de sa blessure, de sa rechute qu'il a eu juste avant le Classico. J'assume entièrement les deux rechutes pendant ma convalescence. La première était en partie de ma faute et je pense que la seconde aussi. Je voulais revenir sur le terrain au plus vite, surtout lors du match, le match avant contre le Real, il y a à peu près un mois. Il a tout fait pour revenir jouer ce match, hein. Puis du coup il a voulu revenir trop rapidement et s'est reblessé. Il a une rechute et il dit en gros que j'ai commis une petite erreur, ce qui explique ces deux déceptions. Il a voulu revenir trop rapidement et du coup il n'était pas prêt à rejouer, puis du coup il s'est reblessé. Voilà, en essayant de revenir jouer surtout le Classico, hein, le mois dernier. Rafinha explique aussi son pourquoi il a signé au Barça en 2022 alors que Chelsea était intéressé. J'avais un rêve à réaliser, porter le maillot du Barça. Depuis mon dernier match avec Leeds, hein, je savais qu'il y avait la possibilité de porter le maillot du Barça et je savais que Chelsea était aussi intéressé par lui, hein. J'ai fermé les yeux sur les autres équipes qui voulaient me recruter. J'avais un rêve, j'ai fait tout mon possible pour jouer au Barça et ça a été le cas bien sûr, hein.
Et voilà, il a été exceptionnel, surtout saison dernière, du côté de Barcelone. Il a parlé également du PSG, mais voilà, la réponse de Rafinha lorsqu'on l'interroge sur l'importance de finir dans le top 8 en Champions League, il a dit le PSG a remporté la Ligue des Champions sans avoir été dans le top 8 saison dernière, parce que le Barça actuellement, je crois, en dehors du top 8, mais il sait que même si tu finis pas dans le top 8, tu peux passer par les barrages et gagner la Ligue des Champions, comme ce qu'a pu faire le Paris Saint-Germain saison dernière. Et toujours avec le Barça, on va parler aussi d'Eric Garcia, accord de principe entre le Barça et Eric Garcia pour une prolongation de contrat jusqu'en 2031 pour le joueur qui est en fin de contrat en fin de saison et il devrait prolonger de 4 nouvelles années du côté du club. On bascule maintenant du côté de l'Italie. Il y avait un match hier, l'équipe de Como se déplaçait au Torino, victoire 5-1 de l'équipe de Fabregas. Como, c'était festival. Ramon, qui est ancien joueur du Real, a été buteur. Nico Paz, ancien joueur du Real Madrid, a également été buteur. Donc félicitations à 5-1 voilà, pour l'équipe de Como. Et Nico Paz, les gars, cette saison, c'est 5 buts, 4 passes D. C'est exceptionnel, ce joueur, les gars. Et voilà, c'est quasiment sûr, les gars, qu'il reviendra au Real. Et on apprend même que Nico Paz serait sur le point de faire son retour au Real Madrid dès cet hiver. Le Real Madrid a une clause de rachat, le fait revenir pour un certain montant. Les Merengues vont activer la clause de rachat. Donc moi, je pensais plutôt que ça aurait été l'été prochain. Mais d'après certains journalistes, ça pourrait être activé dès cet hiver, la clause de rachat concernant Nico Paz. Et du coup, ce classement, avec la victoire de Como, il monte à la 6e position de ce championnat italien. Donc toujours dominé par l'AS Roma Milan et Naples à la 3e position. Toujours du côté de l'Italie, on va parler de Mike Maignan qui a réalisé un match exceptionnel face à l'Inter. C'était dimanche soir, victoire 1-0 de son équipe, mais il a été élu homme du match, un gardien français. Et Buffon, les gars, très élogieux envers Mike Maignan. Toute équipe qui veut gagner le voudrait comme gardien, bien sûr. Il rapporte des points cruciaux parce que voilà, il a stoppé un penalty, il a fait beaucoup d'arrêts. Peut-être ça aurait été notre gardien, Milan n'aurait pas pris les 3 points face à l'Inter. De plus, depuis qu'il porte le brassard de capitaine, je le vois plus concentré. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Buffon, tout simplement sur Mike Maignan. Marcus Thuram aussi, tiens, un collègue en équipe de France de Mike Maignan, mais il l'a affronté dimanche. Il a dit on a rencontré un des meilleurs gardiens au monde, bien sûr, la personne de Mike Maignan. Et Jérémy Ménez, Mike est facile dans les 5 gardiens du monde. Voilà. Est-il le meilleur gardien du monde actuellement? Franchement, je dis oui. Voilà ce qu'a pu dire Ménez, tout simplement sur Mike Maignan. Et en parlant de Mike Maignan, n'oubliez pas que le gardien français est en fin de contrat comme en fin de saison. Donc il peut intéresser beaucoup d'équipes. Et là, l'AC Milan relance les discussions pour une prolongation de Mike Maignan. Une proposition de 2 ou 3 ans de contrat sorti d'un salaire annuel de 5 millions d'euros contre 3,2 actuellement est sur la table. La Juve et plusieurs clubs de Première Ligue restent attentifs à la situation. Donc voilà, il pourrait toucher un meilleur salaire en prolongeant à l'AC Milan ou peut-être à l'ailleurs. Et après, c'est lui qui décidera de ce qu'il compte faire pour son futur. Toujours en Italie, on va parler de Scott McTominay, quel joueur, et depuis qu'il a quitté Manchester, donc il a été, quitter Manchester a été certainement la meilleure décision de Scott McTominay qu'il n'avait jamais prise. Depuis, il les a quittés, il a remporté bien sûr le titre en Serie A, il a remporté le titre de meilleur joueur la saison dernière quand même de Serie A. Il a aidé l'Écosse à se qualifier pour la Coupe du Monde, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a été nommé au Ballon d'Or, il a été élu meilleur joueur italien de l'année. Qui évolue du côté du championnat italien. Donc voilà, concernant bien sûr Scott McTominay. Voilà ce que ça veut dire du côté des clubs italiens, du côté des clubs allemands. Seulement une info, c'est concernant Wai, les gars, l'attaquant de Francfort, ancien joueur de Lens ou même de Montpellier, je crois, il a joué à Montpellier, je crois. Bon bref, il pourrait déjà quitter Francfort dès cet hiver. Pourtant, il est arrivé il y a quelques mois. La presse allemande désigne l'attaquant français toujours incapable d'inscrire le moindre but cette saison Bundesliga. Il a été acheté quand même 25 millions d'euros. Il a inscrit 0 but du côté de Francfort. Et bien Francfort souhaiterait déjà le vendre là dès janvier, l'attaquant Wai. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe de Neymar. Donc Neymar n'a pas joué parce que je dis Neymar s'est reblessé. Mais en tout cas son équipe les gars hier jouait. Et Santos est de retour dans la zone de relégation du championnat brésilien. Sans Neymar, donc l'équipe de Santos a fait match nul un partout contre l'International. Donc prochain match pour eux, le Sport Recife. Donc l'équipe qui est dernière, l'antenne rouge du championnat. Il faudra gagner parce qu'actuellement ils sont dans la zone rouge. Et pour l'instant ils seraient relégués en 2e division. L'équipe de Santos, c'est une équipe quand même de Neymar. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.